Donc, le réseau rural breton, c'est un outil d'animation au service du développement des territoires ruraux. Et donc, l'objectif, c'est de montrer en fait et de présenter des actions plutôt positives autour des ruralités. Donc, pour ce faire, on organise des cycles d'animation comme aujourd'hui, par exemple, sur la biodiversité, mais aussi des ateliers un peu plus ponctuels sur une thématique liée à la ruralité. Donc, vous pouvez retrouver toutes les infos et tout l'agenda sur notre site internet. Je vous mettrai le lien juste après dans le chat pour ceux qui ne connaissent pas. Donc voilà, au niveau, le réseau rural est porté par, j'ai oublié de préciser, par la région Bretagne et l'État pour ce qui est de la Bretagne, et il existe des réseaux ruraux dans toutes les régions de France et à l'échelle aussi européenne. Donc voilà, rapidement. Je vais vous rappeler le programme du webinaire de ce matin, et puis après, je laisserai la parole aux intervenants. Donc, au niveau du programme du webinaire de ce matin, donc vous aurez dans un premier temps un panorama des enjeux, des interventions publiques et des acteurs de la biodiversité, qui vous sera présenté par Gaëlle Namon. Une présentation de l'Agence bretonne de la biodiversité et de ses outils, présentée par Anne-Hélène Ledu. Et puis ensuite, on terminera avec la complémentarité que peut avoir le réseau associatif sur les questions de biodiversité. Et puis, on terminera vraiment par un temps d'échange où, si vous avez des questions, ce sera le moment de les poser. Entre chaque intervention, vous pourrez aussi poser des questions si vous en avez. Donc voilà, je vais laisser la parole du coup à Gaëlle. Bonjour à tous, Gaëlle Namon, donc en conseil régional, service patrimoine naturel et biodiversité. Petite question, Manon, c'est toi qui défile la présentation ou c'est moi qui… Comme tu veux. J'ai la main? Non, j'ai pas la main, donc je veux te bien la que tu donne la tout de mettes. suite. Ouais. C'est bon. Okay. Ah, super. C'est bon. Voilà. C'est bon? Ouais, c'est bon. Bon, merci beaucoup. Parfait. Alors, l'idée est de vous dresser un panorama. Alors, un panorama, c'est forcément pas exhaustif, donc voilà, des compléments pourront toujours être apportés. C'est des éléments de cadrage, mais voilà, dans le temps dont on dispose et donc à disposition et dans le temps d'échange et puis au-delà pour répondre à des questions complémentaires. Donc l'idée, c'est de vous apporter des éléments de contexte et de compréhension du panneau des politiques publiques en faveur de la biodiversité. Et donc, sachant que c'est vrai qu'en Bretagne, et puis en général, mais surtout en Bretagne, les territoires ruraux peuvent constituer des territoires de qualité, des espaces de qualité. Et on sait qu'en milieu rural, les activités développées, que ce soit l'agriculture, mais aussi la gestion des milieux forestiers, même s'ils sont peu nombreux en Bretagne au regard d'autres régions de France, mais ce sont bien des activités qui ont des interactions pleines et entières avec la biodiversité. Et aujourd'hui, on va parler des différents outils en matière de biodiversité, mais notamment, on terminera avec un focus sur la trame verte et bleue. Et c'est bien un outil qui permet de concilier les activités humaines et la biodiversité. Et donc, un outil pertinent pour les territoires ruraux pour apporter des réponses sur limiter la consommation d'espace, la préservation des ressources. Et donc, un sujet sur lequel on mérite de s'intéresser, de s'arrêter un petit peu pour ensuite avoir des bonnes bases de connaissances et construire des projets de territoire qui prennent bien en compte la biodiversité. Donc, ce qu'on déroulait, ça va être un panorama des enjeux, des acteurs, aussi bien au niveau dans le domaine de la biodiversité et puis en Bretagne. Après, montrer ce que fait la région, sa responsabilité en tant que chef de file de biodiversité, notre politique régionale du patrimoine naturel, et puis un focus sur l'ATVB, les projets qui peuvent être faits dans les territoires et les dispositifs qu'on a qui sont à disposition des territoires pour développer des projets.
Donc, pour avant tout les enjeux en matière de biodiversité, alors certains d'entre vous les connaissent probablement, mais enfin, ça semblait important de les rappeler. D'abord, une définition, de quoi on parle quand on parle de biodiversité? Biodiversité, ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire la diversité des milieux. Et en Bretagne, on sait qu'on a une grande diversité de milieux qui sont même imbriqués souvent les uns avec les uns dans les autres. Et on parle même de fameuses mosaïques de paysages. Après, on a aussi dans la biodiversité biologique des espèces. Et puis, on a aussi la diversité des individus au sein d'une espèce. Ça, c'est important, c'est la diversité génétique. C'est vrai que c'est une population d'une espèce qui va s'appauvrir, qui va perdre en diversité, va progressivement s'appauvrir génétiquement et pourrait décliner fortement jusqu'à disparaître, comme on peut le voir. Donc, voilà les trois éléments en termes de biodiversité sur lesquels, quand on mène des actions, on va essayer de prendre en compte ces trois éléments. La biodiversité rend des services importants et essentiels à la fois à la survie des écosystèmes, mais aussi aux sociétés humaines. Donc, c'est des services de soutien qu'on connaît bien, le cycle de l'eau, le cycle du carbone, de l'azote, qui sont essentiels. Donc, on a par exemple la photosynthèse, c'est un des exemples. On a le service de régulation des risques. Vous savez que dans les milieux ruraux, et notamment, le bocage joue un rôle important, qu'il soit composé de haies et de talus, parce qu'il limite fortement l'érosion des sols. Les zones humides aussi qui régulent les crues. D'autres services, on a l'approvisionnement, donc la production de bois, de nourriture qui conditionne l'agriculture, la pêche, l'industrie pharmaceutique, voilà des secteurs qui trouvent bien leurs ressources en matière, enfin en lien avec la biodiversité. Et puis des services culturels aussi. Voilà tout le cadre de vie, le paysage qui est possible grâce à la biodiversité. Eh bien, on sait que c'est un facteur essentiel de choix de destination touristique, par exemple. Et on sait que le tourisme en Bretagne est aussi et surtout dû au contexte naturel de la Bretagne. Alors, par rapport à ça, on sait que l'érosion de la biodiversité est générale et puis à toutes les échelles et qu'elle est désormais partagée et objectivée scientifiquement. Un déclin, je vous ai remis quelques chiffres, je ne vais pas tous les citer ici. Juste petite Manon, il y aura bien accès aux présentations à l'issue de cette Oui, oui, oui. séance. Elles Très seront bien, envoyées ok. aussi, pas de Donc souci. voilà, en tout cas, savoir qu'à niveau mondial, entre les années 70 et 2014, on a une chute très importante de 60% des vertébrés sauvages. Au niveau national, on a une disparition de 24% des oiseaux qui sont des oiseaux communs, qui dépendent d'un seul milieu, en espace agricole et urbain surtout. Et puis, au niveau régional, on a aussi un nombre important d'espèces menacées qu'on estime à plus de 20% des espèces qu'on connaît et qu'on suit et qui sont évaluées en Bretagne. Donc, un déclin notoire et dont on connaît les origines, on connaît les facteurs de ce déclin désormais, donc l'artificialisation, la destruction des habitats naturels, la fragmentation des habitats, la surexploitation de certaines espèces, les pollutions qui sont diverses, celles qui peuvent être lumineuses, mais aussi de l'air, du sol, des cours d'eau, des océans. Le changement climatique qui a un effet grandissant, et puis le développement des espèces exotiques envahissantes. Donc, par rapport à ces facteurs, on a plusieurs leviers pour agir sur ces facteurs, justement. Et en tout cas, en termes de cadre juridique, la prise en compte de la biodiversité a été progressive, aussi bien au niveau mondial, européen que national. Et on a progressivement glissé, et enfin, on s'est étendu dans la prise en compte de la biodiversité pour aujourd'hui avoir une mobilisation qui se fait à tous les niveaux.
Et donc, vous avez ici différents éléments, la loi de 1976, mais la Convention de Rio en 92, la stratégie européenne de 95 qui a fondé Natura 2000, et puis la stratégie française de la biodiversité de 2004, la loi Grenelle qui a fondé la Trame verte et bleue et le SRCE, et puis la loi biodiversité et paysage avec la création de l'OFB, enfin de l'AFB qui depuis est devenue OFB, Office français pour la biodiversité, et puis possibilité de création des agences régionales de la biodiversité. Donc, on passe aussi avec ces différentes lois, en tout cas d'un regard sur la biodiversité remarquable, sur des sites exceptionnels et les perles de biodiversité, à progressivement un regard sur l'ensemble de la biodiversité qu'on peut qualifier d'ordinaire, avec la biodiversité qui est bien présente au pied de nos maisons, présente partout. Et puis, donc on passe d'une logique sur des espaces protégés à une attention sur l'ensemble du territoire. On passe donc aussi à une logique de réseau. On prend en compte un dynamisme, c'est-à-dire qu'on va s'intéresser au cycle de vie des espèces et donc qui vont parcourir l'ensemble du territoire pour justement satisfaire leurs différents besoins. Et puis pour aller dans ce sens-là, la nécessité est bien de partager ensemble les compétences et donc de partager la répartition des actions et de la mobilisation. Donc ce n'est plus seulement l'État qui intervient avec les établissements publics aussi étatiques, mais aussi l'ensemble des collectivités et des acteurs qui sont attendus au rendez-vous pour se mobiliser sur la biodiversité. Je vous ai remis ici, vous pourrez le retrouver sur le site du Césaire, le Conseil économique, social et environnemental régional, un rapport qui a été fait en 2020 sur biodiversité et société en Bretagne, cultivons les interactions, et qui justement évoque les enjeux sociétaux de la biodiversité et les mobilisations en faveur de la biodiversité. Ce qu'il en ressort, c'est que les territoires sont bien en première ligne de l'action en faveur de la biodiversité. En termes de partage donc des compétences, on sait que la région, elle peut être un vecteur de mobilisation de toutes les parties prenantes. Le département, à l'échelle départementale, on a des acteurs experts en matière de préservation de la biodiversité qui sont expérimentés de longue date via notamment leurs compétences sur les espaces naturels sensibles. Et puis, à l'échelle des communes et des intercommunalités, une responsabilité croissante avec la planification, notamment les documents d'urbanisme, mais aussi les projets d'aménagement. Et puis, un rôle vraiment de premier plan aussi pour l'appropriation locale et citoyenne. Et donc, ce sont, comme le dit le rapport du Césaire, les chevilles ouvrières du passage du discours aux actes, de l'envie d'agir au pouvoir d'agir. Il m'a semblé important de remettre cette citation parce qu'on voit bien que c'est à ce niveau-là que beaucoup de choses vont se jouer. Alors, bon, ça, je ne vais pas vous le détailler en détail, mais voilà, enfin, je ne vais pas vous l'expliquer en détail, je vous laisserai à disposition. Mais donc, on a bien des enjeux et des défis pour les collectivités territoriales en France en lien avec la préservation de la biodiversité. On voit bien que quand on parle de biodiversité, on parle de qualité de vie et de santé des citoyens, on parle de gestion des ressources ici, on parle d'aménagement du territoire pour en faire des territoires attractifs. On parle de transition énergétique aussi, comment on la concilie avec la biodiversité. On parle d'adaptation au changement climatique. Et aussi, bien évidemment, il y a l'enjeu de restauration de la biodiversité pour elle-même, pour les services écologiques aussi qu'elle nous fournit. Ensuite, dans différents leviers d'action pour les collectivités. Alors, il y a l'Union internationale pour la nature qui préconise de mobiliser 5 grands leviers d'action. Et donc, pour avancer, justement, on voit qu'il faut agir à la fois en matière de connaissance. La connaissance de la biodiversité, c'est quand on connaît la biodiversité sur son territoire qu'on peut la préserver et la restaurer.
Ensuite, mobiliser. Quand on dispose de cette connaissance, on a d'autant plus d'arguments pour aller mobiliser toutes les parties prenantes, que ce soit les acteurs économiques, les citoyens, les différentes catégories de public. La mobilisation de ressources financières aussi, on sait que pour engager des études, c'est du temps, c'est forcément de l'argent, pour aussi réaliser des travaux de restauration, pour engager des campagnes de mobilisation aussi. Alors, certaines actions peuvent se faire sans coûter trop cher, mais il y a des actions qui peuvent coûter et du coup, ça impose des ressources financières. Et ça, on en parlera à la fin. Et puis, l'intégration transversale de la biodiversité. On sait bien que la prise en compte de la biodiversité dans les différentes politiques publiques est vraiment fondamentale pour avancer dans ce sens-là. Et l'action foncière, on va pouvoir en reparler. Alors, je voulais vous dresser un bref panorama des acteurs dans le domaine de la biodiversité. En lien avec ce tableau ici dans la présentation, j'ai fourni à Manon un document papier que vous pourrez recevoir à l'issue de cette présentation. Donc, c'est un tableau comme ça, alors qui peut paraître un peu rébarbatif de prime abord. Voilà, un document Word tout simplement, mais qui replace en fait la répartition des principales compétences en termes de politique publique en matière de biodiversité. Donc, à l'échelle, aux différentes échelles, Europe, État, région, département, intercommunalité, groupement de communes, et puis les communes. Et donc, avec des catégories d'acteurs différentes. Donc, on a l'État et les établissements publics de l'État, l'OFB, les conservatoires du littoral, l'Agence de l'eau, etc. Quand on dit État, c'est aussi ces institutions, DREAL, DRAF, les DDTM et bien sûr le ministère au niveau national. Au niveau, on a aussi les administrations d'État, je m'avançais un petit peu, mais c'était ça, voilà. Les collectivités, bien sûr, donc régions, départements, les EPCI et les PNR, les établissements publics. En Bretagne, on a l'Agence bretonne pour la biodiversité, on a l'Observatoire pour l'environnement en Bretagne, et puis d'autres catégories d'acteurs qui contribuent complètement et qui jouent un rôle très important. Jean-Luc reviendra sur ce sujet après. Ce sont les associations. Et puis les entreprises également et les acteurs de la recherche. Et puis certains d'eux le sont, les gestionnaires d'espace aussi. Certains figurent déjà dans ces catégories d'acteurs, mais il semblait important de dire que c'était une catégorie aussi avec une fonction bien particulière. Et donc, des actions différentes en termes d'intervention, en termes de biodiversité, des actions de connaissance, de planification et de construction de stratégies. Donc, planification qui peut être, par exemple, à l'échelle locale, vous la connaissez avec les PLU ou les SCOT, mais aussi les SAGE en matière de milieu aquatique. Et puis, des stratégies comme les stratégies nationales pour la biodiversité. Voilà. Ensuite, on a aussi les outils de financement, la gestion des sites, l'éducation à la nature, d'autres actions aussi, le contrôle de légalité, la politique de l'environnement que peuvent déployer donc, notamment les services de l'État, et puis l'intégration de la biodiversité dans les interventions. Et donc, ça, on voit bien qu'il y a un enjeu à ce que ces différents acteurs veillent à concilier biodiversité et aménagement, biodiversité et agriculture. Donc, vous en retrouverez des exemples plus précis dans le tableau en question. Avec l'Agence bretonne de la biodiversité en 2020, il y a eu un travail collectif pour définir, avoir un aperçu des acteurs bretons de la biodiversité. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, vous pourrez retrouver l'article. En tout cas, voilà, c'est ce qu'on a par rapport au tableau suivant que je vous ai montré. On a essayé d'identifier différentes catégories d'acteurs qui semblaient les acteurs principaux en matière de biodiversité. C'est bien sûr pas exhaustif. Il y a des choses, il a fallu faire un choix pour pouvoir donner un aperçu. Mais voilà, il nous semblait important de mettre en évidence différentes catégories d'acteurs avec qui vous pouvez avoir des liens, que vous pouvez solliciter pour développer des projets, avoir des informations et mener des actions en matière de biodiversité, qu'ils soient locaux ou régionaux.
Voilà. Et donc, suite à ce recensement d'acteurs, nous sommes parvenus à cette illustration. Enfin, c'est donc l'ABB qui a piloté la réalisation de cette illustration avec une graphiste. Et ensuite, donc pour mettre en évidence un peu l'ensemble des acteurs, des principaux acteurs qui agissent en Bretagne en matière de biodiversité. Et donc, vous pourrez retrouver sur cette adresse le document in extenso et l'article qui précise quels sont les acteurs qui figurent dans ce premier aperçu. Et suite à ça, d'autres travaux de mise en évidence des acteurs ont été réalisés. Donc, maintenant, je vais vous exposer des choses plutôt sur le rôle de la région, en quoi elle est chef de file des collectivités pour la préservation de la biodiversité depuis la loi MAPTAM de 2014. Et voilà un petit peu en Bretagne comment on a travaillé. Il y a eu en 2007 un schéma du patrimoine naturel et de la biodiversité, une démarche volontaire. Et puis en 2010, avec le Grenelle, a été lancée l'élaboration du schéma régional de cohérence écologique qui permet de définir la trame verte et bleue régionale et de donner un cadre pour les acteurs pour agir sur leur trame verte et bleue locale. Et donc, son élaboration a été lancée avec plusieurs centaines d'acteurs associés à sa construction et puis finalisée en 2014 et adoptée en 2015. Ensuite, la loi NOTRe, comme la France aime parfois, quand on a fini une démarche, parfois on la recommence ensuite, puisqu'on a dû ensuite élaborer les SRADET, donc schéma régional d'aménagement et de développement durable et d'égalité des territoires, donc avec la loi NOTRe. Et donc, l'intérêt de cette démarche, c'est vrai que c'était à peine poser le crayon, il a fallu un petit peu le reprendre, mais on n'a quand même pas complètement tout repris, puisque l'idée, ça a été vraiment de se dire que le SRCE venait d'être élaboré, qu'il avait été élaboré en concertation importante, avec une base scientifique importante, et donc il a été repris en l'état dans le SRADET. Et puis le SRADET a ajouté des éléments intéressants de croisement de différentes politiques publiques. Et donc, avec notamment le croisement avec les transports, avec l'énergie, le climat, le littoral et d'autres politiques publiques, on y reviendra après. Et en même temps, en Bretagne, il y a eu le souhait des élus de lancer la démarche de la Brescope, dont vous avez probablement entendu parler. Et donc, c'était une démarche de mobilisation et de construction d'un projet de territoire pour la Bretagne, et donc de faire du SRADET un volet réglementaire de cette démarche de projet Brescope au niveau régional. Et puis de là, la région a pris un engagement sur la feuille de route qui s'est traduit dans une feuille de route ressources et biodiversité. Ensuite, donc ça c'était sur le volet planification. Ensuite, donc je vous parlais tout à l'heure de la loi biodiversité de 2016, et donc pour traduire en acte le chef de file régional, il y a eu la possibilité de créer des agences régionales de la biodiversité avec l'Office français pour la biodiversité. Et donc en Bretagne, on a choisi de s'engager dans cette démarche. Et là, il y a eu un travail sur la préfiguration de l'Agence bretonne de la biodiversité qui a finalement vu le jour fin 2019 et qui va être présenté ensuite. Et puis, on a aussi transformé le comité. Alors, on a des instances consultatives, donc le comité régional Trappe verte et bleue qui avait permis d'élaborer collectivement le SRCE, a été transformé en conférence bretonne de la biodiversité. Donc nous, au sein de la région, donc la politique régionale du patrimoine naturel, elle est portée par le service patrimoine naturel et biodiversité, mais bien sûr, on travaille sur des sujets communs avec les collègues au sein de la direction de l'environnement, l'eau et l'énergie.
Mais on travaille aussi avec d'autres directions, qu'il s'agisse des voies navigables, des lycées, l'agriculture, à la direction de l'économie, aussi le tourisme et le patrimoine, mais également l'aménagement, et puis la direction de la mer. Et ensuite, au-delà je vais vous présenter les différentes politiques les différents axes de notre politique régionale. Mais donc, en termes de dispositifs financiers, on gère des fonds régionaux et des fonds européens, notamment le FEDER Biodiversité. Donc, on a un premier axe de... Alors, il n'y a pas forcément de hiérarchisation ou d'ordre dans ma présentation des différents axes de politique. J'ai pris celui-ci, mais vous pourriez en trouver un autre. En tout cas, voilà, sur un premier volet, c'est bien le soutien aux outils régionaux d'observation et de connaissance. Et donc, on soutient l'Observatoire pour l'environnement en Bretagne. Alors, si vous ne le connaissez pas, je vous invite à aller voir le site de l'Observatoire pour l'environnement en Bretagne. Et il y a notamment un certain nombre d'éléments qui ont trait à la mise en évidence de données naturalistes, la publicité des données naturalistes, et sur une plateforme qui a été créée qui s'appelle Biodiv Bretagne. Et donc, c'est un outil qui est vraiment au service des acteurs sur la biodiversité et que je vous invite à aller voir. Alors, il faut savoir que cette plateforme, elle est constituée des données qui sont produites par tous les producteurs de données, les acteurs associatifs, les bureaux d'études, les collectivités, en tout cas les bureaux d'études quand ils font des travaux commandités par la puissance publique. Et donc, elles sont publiées dans cet outil. Mais voilà, la mise en ligne est récente et donc le travail de mise en ligne, de téléchargement de toutes les données dans la plateforme est encore en cours. Donc, c'est quelque chose qu'il faut aller voir régulièrement. Dans un an, c'est possible que ce soit beaucoup plus, enfin, c'est même sûr que ce sera beaucoup plus riche que ça ne l'est aujourd'hui. Mais déjà, aujourd'hui, on a déjà une base. Donc, sur Biodiv Bretagne, on a une base de données naturaliste qui repose sur les observatoires régionaux, donc faune et flore, et puis qui a permis... donc, il y a des données, il y a des bases de données qui sont recentralisées par les observatoires, qui ensuite mettent à disposition la donnée dans la plateforme. Et puis, cette donnée, elle parle aux bases de données nationales et puis ensuite internationales. Ça, je ne vais pas m'étendre là-dessus aujourd'hui. Donc, quand je parlais des observatoires régionaux, c'est parce que sur chacune des thématiques ou des domaines, donc on a sur la flore, la végétation, donc avec le Conservatoire botanique de Brest. Sur les invertébrés, on a le Grecia qui pilote un observatoire en lien avec d'autres producteurs de données. On a le GMB qui pilote l'Observatoire des mammifères terrestres. On a Bretagne Vivante qui pilote l'Observatoire de la vie-faune des oiseaux. Et puis l'Observatoire des reptiles et des amphibiens. Donc, qui travaille bien sûr avec d'autres associations aussi. Et Bretagne Grand Migrateur qui pilote l'Observatoire des poissons migrateurs important en Bretagne. Et donc, chaque observatoire s'articule sur comment on structure ensemble les données, comment on les met à disposition des acteurs et des territoires, quel protocole collectif on partage pour s'assurer que notre donnée elle est correcte. Donc, c'est un rôle vraiment très important pour avoir une donnée de qualité qui va ensuite pouvoir être utilisée, connaître pour ensuite protéger à bon escient les territoires et les espèces. Un autre volet de la politique de connaissance, c'est l'accompagnement des projets régionaux de développement de la connaissance. Et donc, on anime et on gère des dispositifs financiers dédiés, un contrat nature thématique et puis le FEDER connaissance. Voilà un exemple d'un projet, la cartographie des grands types de végétation du Conservatoire botanique. Elle a été cofinancée par la région, le FEDER et aussi bien sûr l'État
les départements et les 2 métropoles. J'oublie peut-être des contributeurs, mais en tout cas, c'était un projet aussi avec un nombre important de partenaires financiers et un projet qui vise à mettre à disposition de tous les territoires une cartographie donc au 25 millième qui permet ensuite, est une base très importante pour identifier les continuités écologiques dans les territoires. Et donc aujourd'hui, elle est disponible pour toute la Bretagne et donc on la retrouve sur le site du Conservatoire botanique. Et pour votre information, pour ceux qui sont intéressés, fin juin, j'ai plus la date en tête, mais il y aurait un webinaire pour avancer sur comment on s'approprie cette cartographie, comment on avance sur l'utilisation de cet outil. Un autre outil, Manon pourra revenir dessus, mais c'est bien sûr un projet qui a été copiloté par l'URCPIE et l'INRAE. Donc, c'est la boîte à outils Chemin pour développer, animer une démarche trame verte et bleue à l'échelle locale. Une boîte à outils très riche qui voit tous les panels de la trame verte et bleue et qui amène des outils aussi bien de connaissance, d'animation, de sensibilisation et elle pourra en reparler sur sa disponibilité et son utilisation possible. Ensuite, un autre projet, mais voilà, je ne vais pas être exhaustive, vous pourrez retrouver ça, un projet de connaissance de la biodiversité sur le complexe bocager en partant du cas du bassin versant du Léguerre. Et donc, comment sur le bocage, on développe la connaissance à la fois de la biodiversité de la haie, mais aussi on développe sa mise en évidence dans la trame verte et bleue à l'échelle d'un territoire. Un autre axe d'action, un autre axe d'intervention de la région, donc c'est la mobilisation des acteurs bretons. Comment la démultiplier? Eh bien, ça a été via la création et désormais le soutien à l'Agence bretonne de la biodiversité que Anne-Hélène pourra présenter ensuite. Ensuite, on a un axe de promotion de l'éducation à l'environnement et à la nature. Donc, on accompagne des démarches régionales on a soutenu une dynamique qui a été notamment pilotée en pilotage avec le REB et le réseau d'éducation à l'environnement en Bretagne et puis Bretagne Vivante sur le plan régional Eduquea et dans la nature, et puis aussi un réseau associatif d'éducation à l'environnement. Donc, on soutient les associations d'éducation à l'environnement, qui sont des acteurs incontournables pour avancer en matière de mobilisation sur la biodiversité. Ensuite, on a un appui au PNR, donc les parcs naturels régionaux, donc sur la création et puis le soutien à ces PNR, donc des espaces qui sont habités, reconnus pour la qualité de leur patrimoine naturel, paysager, culturel. Et puis aujourd'hui, ce sont des laboratoires d'innovation territoriale. Donc, ils peuvent, bien sûr, ils sont des acteurs que vous pouvez solliciter si vous vous trouvez sur le territoire des parcs ou projets de parcs. Donc, il y a le PNR d'Armorique, le PNR du Golfe du Morbihan et puis ici le projet de PNR de la vallée de Rance-Côte d'Émeraude. Et donc, en tout cas, ils peuvent aussi apporter des ressources. Nous veillons à diffuser aussi leurs outils, leurs expériences auprès des autres territoires bretons. Une autre compétence régionale, c'est celle de la préservation des espaces et des espèces remarquables, donc notamment via les réserves naturelles régionales. Et donc, on a un rôle réglementaire, technique et financier. On classe les réserves, on les suit dans les comités de gestion et puis l'animation du réseau. Et on fait aussi un accompagnement technique et financier. Et donc, il y a aujourd'hui 9 réserves en Bretagne. Vous avez la carte ici. Pour ceux d'entre vous qui se trouvent à proximité ou sur un territoire où il y a une réserve naturelle, il y a aussi, bien sûr, donc nous, la région s'occupe des réserves naturelles régionales, mais il y a bien évidemment aussi les réserves naturelles nationales qui, elles, sont classées par l'État.
et suivis par les services de l'État. En tout cas, ce sont des acteurs très proactifs en matière de biodiversité, très experts sur les modalités de gestion des milieux naturels, de connaissance des espèces. Et donc, si vous vous trouvez sur des territoires où il y a une réserve, on vous invite vraiment si ce n'est pas encore fait, en tout cas, à aller contacter, à bien être en lien avec les gestionnaires de ces réserves. Mais il existe aussi, elles ne figurent pas ici, des réserves associatives, et Jean-Luc pourra en parler. Donc, on a aussi là un vivier aussi de compétences et d'expertise sur ces sujets. Dire qu'aujourd'hui, on a voté une stratégie d'extension du réseau des réserves, et donc il y a eu un appel à manifestation d'intérêt. 11 candidatures ont été déposées, et dans ce premier temps, donc globalement, un ensemble de projets de bonne qualité. Et vraiment, on est obligé, par question de moyens, et puis pour pouvoir accompagner les projets progressivement, enfin, on est obligé d'y aller progressivement. Donc, il y en a eu 4 qui ont été retenus, et il est prévu d'en accompagner 4 à 6 autres plus ultérieurement, si je ne me trompe pas. Sur l'extension du réseau, c'est en articulation avec l'élaboration de la stratégie nationale pour les aires protégées. Pardon, excusez-moi. Et donc, il y a un début de travaux, les travaux ont débuté avec l'État cette année sur cette territorialisation de la stratégie. Vous retrouverez ici en bas les différentes réserves régionales avec une petite photo pour chacun des sites. Un autre axe de politique, ce sont de développer les politiques de préservation du paysage. Donc, l'État est très actif en matière de politique du paysage. Nous, on accompagne aussi les territoires sur quelques démarches. Donc, le suivi et le soutien des travaux de l'Observatoire régional des paysages, qui est aussi porté par l'Observatoire de l'environnement en Bretagne. Je vous invite vraiment à aller sur le site de l'OEB, l'Observatoire pour l'environnement en Bretagne, et voir les travaux du pôle paysage. Je crois savoir, Manon, qu'il y aura aussi un cycle sur le paysage en Bretagne au mois de juin, si je ne me trompe pas, dans le réseau rural, et donc vous pourrez aussi en savoir plus à ce moment-là. Mais en tout cas, voilà, on soutient aussi parfois des initiatives locales telles que la création de plans de paysage, mais aussi des grands sites de France. Ici, je vous ai mis une illustration de ce qu'est la plateforme des observatoires photographiques du paysage. Alors, en fait, qu'est-ce que c'est qu'un observatoire photographique du paysage? C'est qu'on va choisir des points importants, qui semblent des points intéressants à suivre, et on va les suivre dans le temps pour enregistrer les dynamiques de paysage. Parce qu'on se rend bien compte que tout un chacun, quand il y a des travaux sur un site, des aménagements, en fait, la mémoire visuelle ne permet, on enregistre, on oublie comment était le paysage auparavant. Et donc, un rond-point construit à un endroit, au bout de quelques jours, on oublie comment était le site avant ce rond-point, par exemple. Là, on a un exemple d'une évolution du trait de côte. Donc ça, c'est à Penvins, dans le golfe du Morbihan, où on voit que la dune recule. Et donc, enregistrer ces dynamiques de paysage permet de noter ces dynamiques via la prise de photos au même endroit, dans le même cadrage. Eh bien, on arrive à enregistrer ces dynamiques. Et aujourd'hui, la plateforme régionale, il y a un travail sur comment on peut traiter et mobiliser des données pour analyser les dynamiques paysagères en Bretagne. Et puis, un autre axe de la politique régionale, c'est donc la mise en œuvre de la trame verte et bleue régionale. C'est là-dessus que je vais revenir ensuite. Donc, on a un accompagnement du volet biodiversité du SRADET que j'ai évoqué. On a un volet réglementaire avec décrypter les règles du SRADET. Un volet projet aussi, où on va accompagner techniquement et financièrement les porteurs de projets, et donc les communes, les communautés de communes principalement, mais aussi ça peut être bien évidemment les PNR, mais aussi des bassins versants, qui peuvent se lancer dans des projets type trame verte et bleue, atlas de biodiversité communale. Et puis, on a aussi une animation régionale. Donc, on actualise, actuellement, on a un travail sur l'actualisation de la feuille de route trame verte et bleue.
Donc, on travaille avec l'Adréal, donc l'État, sur cette feuille de route pour savoir quel nouveau chantier prioritaire on va développer dans les prochaines années sur des thématiques nouvelles qui étaient insuffisamment développées dans le SRCE notamment. Je pense à la trame noire, les questions de la pollution lumineuse, on sait qu'elles ont un effet important, mais aussi l'idée de cette feuille de route, ça va être d'offrir un cadre collectif pour les partenaires locaux, collectivités, associations, acteurs économiques, mais aussi régionaux, qui souhaitent porter ou simplement valoriser déjà des actions qui répondent tout à fait, qui participent de la trame verte et bleue. Et donc, on est en train de travailler là-dessus actuellement avec l'Adréal. Et puis, donc c'est quelque chose qui va être partagé plutôt et discuté au deuxième semestre. Et puis, avec l'Agence bretonne de la biodiversité, on contribue bien sûr à l'accompagnement collectif, l'accompagnement des porteurs de projets. Donc maintenant, pour faire un focus sur la trame verte et bleue, parce que c'est un domaine qui traverse, c'est un sujet qui traverse vraiment les territoires ruraux, qui traverse vos territoires. Donc, on va faire un focus sur ce volet-là. Qu'est-ce que c'est que la trame verte et bleue? Ça suppose de comprendre les besoins de déplacement des espèces pour reconquérir la biodiversité. Et donc là, on voit par exemple à travers l'exemple de la grenouille agile, qu'elle passe, elle se réfugie pour passer l'hiver à l'abri d'une vieille souche. À la sortie de l'hiver, elle va chercher à se déplacer vers des prairies fraîches et puis des haies qui vont lui permettre de rejoindre sa mare de reproduction. Et puis au printemps, on a dans la mare les jeunes têtards qui vont se métamorphoser au bout de plusieurs mois et progressivement quitter la mare et puis partir à la recherche d'un territoire terrestre qui leur convient. Ça peut être notamment des prairies. Donc et puis l'hiver, à nouveau, le cycle redémarre. Donc, on voit bien l'enjeu pour ces espèces de pouvoir se déplacer d'un milieu à un autre, puisque leur cycle de vie leur incombe d'occuper des espaces diversifiés en fonction de leurs besoins. Ça pose forcément tout un tas de questions sur l'aménagement qu'on peut avoir du territoire et comment notre aménagement rend possible ces déplacements. Donc, c'est l'intérêt de la trame verte et bleue, c'est de comprendre le territoire, comment il fonctionne, quels sont ces espaces ressources pour les espèces, qu'on appelle les réservoirs de biodiversité, et puis les corridors à travers lesquels ils vont pouvoir se déplacer de l'un à l'autre. Et donc, c'est bien l'enjeu d'identifier ce fonctionnement-là du territoire pour que nos actions en matière d'aménagement elles puissent rendre possible à la fois nos activités humaines, mais aussi les besoins, bien sûr, des espèces. Et donc, sur la trame verte et bleue, il faut savoir qu'on a 3 échelles d'application. On en a au niveau national, au niveau régional, avec les SRADET, que vous retrouverez dans le SRADET, et puis au niveau local, se décline en termes réglementaires dans les SCOT, les PLU et PLU. À l'échelle régionale, donc comme je vous disais, ça avait été défini dans le SRCE qui est désormais intégré dans le SRADET. Et donc, on a 4 grands principes qui ont guidé l'identification de la cartographie en Bretagne. La Bretagne, ce n'est pas le cas de toutes les régions de France. On a un contexte particulier qui est vraiment une mosaïque de milieux, ce que je vous disais tout à l'heure, où on a des milieux qui sont très imbriqués les uns avec les autres. Et donc, il a fallu bien évidemment prendre en compte cette caractéristique propre. Et puis, le souhait aussi, c'était de valoriser des espaces de biodiversité ordinaire, de responsabiliser aussi l'ensemble des territoires locaux, en leur donnant aussi toute la marge de manœuvre pour mener à bien leur propre démarche en faveur de la trame verte et bleue. Et donc, en partant de ces principes-là, on a abouti à des réservoirs régionaux de biodiversité. On a 26% du territoire terrestre breton qui constitue des réservoirs, et puis des corridors écologiques régionaux qui représentent des principes de connexion.
des principes de circulation entre ces réservoirs. Après, il y a vraiment nécessité à l'échelle locale d'aller préciser comment ces corridors vraiment se traduisent dans les milieux à l'échelle locale. Et puis, en Bretagne, on a aussi une approche particulière avec des grands ensembles de perméabilité. Alors, ça jargonne un petit peu, mais ce qu'on entend par là, ce sont des unités un peu paysagères, écologiques, qu'on a identifiées en Bretagne et qui, au sein de ces unités, on a des caractéristiques propres. On sait qu'on a des espaces où les milieux naturels sont peut-être mieux connectés entre eux, d'autres un peu moins, d'autres où il y a plus de réservoirs et d'autres un peu moins, et puis chacun avec des enjeux particuliers selon les milieux et l'occupation humaine aussi qu'on y trouve, et l'activité. Pour voir, voilà, ici, vous avez les délimitations des différents grands ensembles de perméabilité que vous pouvez voir avec les objectifs qui leur sont assignés. Et donc, ça veut dire qu'on peut avoir soit un objectif de préservation, par exemple. Ici, on voit bien que c'est un grand ensemble avec une grande connexion écologique. Et puis ici, des niveaux à restaurer davantage, où on est un peu moins de connexion entre les milieux naturels au sein d'un même ensemble. Gaëlle? Oui. Oui, juste pour information, il te reste à petit peu près 5 minutes. Très bien, c'est noté. Merci beaucoup. Donc, la trame verte et bleue régionale, on a 6 sous-trames bretonnes ici qui ont été identifiées. Et donc, on a les bocages, les milieux forestiers, les bosquets, les landes, les pelouses et les tourbières, le littoral, les zones humides et les cours d'eau. On voit bien que sur ces milieux naturels constitutifs de la Bretagne, les territoires ruraux ont un grand rôle à jouer. On voit bien que le bocage, on sait qu'il joue un rôle majeur pour le cycle de vie des espèces, pour la gestion agricole. Les landes sont un milieu aujourd'hui relictuel, mais aussi mal connu, parce que parfois on trouve des landes là aussi où il y a des boisements, parce qu'on a aussi boisé des landes par méconnaissance simplement. Et donc, c'est pourtant un milieu sur lequel la Bretagne a une responsabilité majeure. Et donc, il y a un intérêt à mieux connaître et puis préserver ou restaurer ces landes. On a bien sûr les forêts, il y a un grand intérêt écologique. Ce sont vraiment des réservoirs de biodiversité quand elles sont gérées durablement. Et puis, les zones humides, bien évidemment, ont un rôle important que j'ai déjà évoqué de préservation des inondations, de ressources en eau. Voilà, je ne vais pas m'étendre sur le SRADET en détail, simplement vous dire que désormais, la différence, c'est qu'il y a des règles générales dans le SRADET qui s'imposent aux SCOT. Et quand il n'y a pas de SCOT exécutif sur un territoire, il s'impose au PLU, PLUI et aux chartes de PNR. Ça, c'est pour information, mais vous le retrouvez, c'est tout le contenu du SRADET avec les éléments sur lesquels vous retrouverez des composants de biodiversité importantes. Et donc, savoir que la différence avec le SRADET par rapport à l'ancienne au SRCE, c'est qu'on a désormais des règles. Et donc, ces règles, il faut savoir qu'on a différentes règles en lien avec la biodiversité. Et là, on va surtout parler de ces deux-là, sur lesquels, sachez qu'on prépare actuellement une fiche technique pour vous aider à décrypter ces règles et à voir comment on peut les mettre en œuvre. Et puis, dans le SRADET, avait été élaboré dans le SRCE, un cadre méthodologique pour identifier les trames vertes et bleues aux échelles infrarégionales. Donc, simplement, sur ces deux règles, on ne va pas les lire in extenso ici, mais il y a bien une règle qui pose des conditions sur comment on identifie les continuités écologiques et les secteurs de renaturation. Et puis, donc en suivant le cadre méthodologique évoqué. Et puis, une deuxième règle qui dit que sur les secteurs de continuité écologique, comme définis dans la trame verte et bleue, les réservoirs et corridors qu'on va retenir dans le document d'urbanisme, eh bien, aucune urbanisation nouvelle n'est désormais autorisée. Et donc, voilà comment désormais on s'y prend pour préserver aussi ces continuités écologiques et pour limiter les fragmentations de ces milieux.
Voilà. Alors, pour finir, donc nous, au niveau de la région, comment on accompagne les acteurs et on incite vraiment à ce que les territoires locaux s'engagent dans des projets territoriaux en faveur de la biodiversité. Donc, ce sont développer des projets qui peuvent prendre la forme de trames vertes et bleues, de projets d'atlas de biodiversité communale ou intercommunale. Et donc, on a défini ensemble avec les partenaires régionaux, États, différentes composantes de ces projets. Il nous semble important que ce soit des démarches intégrées, hein, qui intègrent la biodiversité dans toutes les politiques publiques, qui soient ancrées dans la durée, qui soient vraiment avec des finalités concrètes, d'engager des actions précises et concrètes sur la biodiversité, mais aussi qu'il soit progressif et évolutif, parce que un projet peut toujours, bien sûr, évoluer au gré des mobilisations des uns et des autres, des connaissances qu'on développe, et puis, bien sûr, une dynamique qui doit être partagée et mobilisatrice. Ça, c'est ici les différentes étapes d'un projet de territoire. Donc, on a évidemment la partie diagnostic écologique et puis des politiques publiques, l'identification des enjeux et surtout la phase aussi, tout ça pour produire un plan d'action qui va permettre de passer à l'action concrète. Et puis après, d'évaluer si les actions qu'on a mises en place sont pertinentes, efficaces, et du coup, comment ensuite on réengrange ou on ajuste des nouvelles actions. Donc, ça suppose de faire le suivi des actions. Et puis, tout au long de ce cycle, la nécessité de mobiliser, de sensibiliser. Et donc, pour vous dire que nous, au niveau régional, on intervient à toutes les étapes de ces projets, qu'il s'agisse du diagnostic, de la mobilisation, de la définition de plan d'action, mais aussi de la réalisation de travaux et d'animation. Il y a aussi des outils qui existent, donc j'en ai déjà parlé tout à l'heure de la cartographie, mais on avait aussi à chemin, j'en ai déjà parlé, la trame mammifère de Bretagne, un outil important du groupe mammalogique breton, qui est vraiment pertinent à mobiliser pour des projets sur les continuités écologiques. Et puis, un recueil méthodologique qu'on a travaillé avec les partenaires régionaux, institutionnels, recherche, associatifs et collectivités, et puis qui a été publié par l'ABB, que vous pourrez retrouver sur le site de l'ABB. Et puis, tout un tas d'autres ressources qui sont mises en ligne sur l'outil, là, dont pourra aussi parler Anne-Hélène ensuite. Et bon, je vous ai remis une carte qui n'est pas tout à fait à jour sur la dynamique des projets. Aujourd'hui, elle est plus colorée, la Bretagne. Et ben, on espère que l'ensemble de la Bretagne sera bientôt couvert de dynamiques qui se poursuivent en faveur de la biodiversité. Et finalement, donc, nos outils d'accompagnement financier, on a le FEDER, soutien en continuité écologique et aux projets territoriaux en faveur de la biodiversité. Donc, il est actuellement ouvert, il sera réédité chaque année. Donc, le FEDER, il cible principalement des territoires, des collectivités qui ont des capacités de gestion de fonds européens, plutôt des grandes collectivités, enfin des EPCI, des communautés de communes ou des grandes communes également. Enfin, voilà, ça suppose une certaine rigueur, mais on est à disposition aussi pour vous accompagner sur le sujet. Et puis, on a une aide régionale qui permet aussi de compléter des plans de financement et le contrat nature, trame verte et bleue. Et ensuite, donc, ça, c'est sur l'ensemble des opérations éligibles au FEDER. Vous dire qu'il y a à la fois des études, des programmes d'action. Ce que je disais, on intervient aux différentes étapes des projets. Et à la fois sur les frais de personnel, les frais de déplacement, les travaux, l'équipement, le matériel. On a des critères de sélection qui répondent à l'esprit des projets territoriaux qu'on a évoqués tout à l'heure, des démarches intégrées, utiliser la méthodologie du SRADET, et puis montrer une pérennité des actions, une justification de la pertinence écologique quand on va lancer des travaux. Avec un budget minimum sur le FEDER, parce que ce sont des dossiers importants et donc on estime qu'il faut un programme, plutôt un bouquet d'actions. Et donc, on est sur un budget minimum de 60 000 €. Mais s'il y a une seule prestation, par exemple, d'une appel à assistance à maîtrise d'ouvrage, ça peut être aussi, donc sans frais de personnel, etc., ça peut redescendre à 35 000 €. Voilà, et ça, c'était un exemple d'actions qui ont pu être développées dans le Val d'Ille-Aubigné. Vous pouvez retrouver des choses sur le site
de la communauté de communes Val-d'Ille-Aubigné, un projet qu'on a pu accompagner et qui est bien engagé dans l'action avec des aménagements concrets de restauration des continuités écologiques. Voilà, merci de votre attention. Merci pour ta présentation, Gaëlle. Dans le chat, pendant ton intervention, il y a eu une petite question. On prend juste 5 minutes et puis après, on enchaînera pour être sûr de bien avoir le temps de tout vous présenter. S'il nous reste du temps, on reprendra un temps de questions, pardon. C'était une question sur... Je la récupère. Ah oui, en fait, on demandait le lien avec le site d'Inventaire Faune Bretagne, mais comme j'ai pas vu la question pile Très quand elle a bien, été je sais posée, pourquoi la voilà. question est posée. Ok. Du coup, je vous inviterai, je vais remettre en lien dans le chat. Il y a eu récemment, alors, sur la donnée, en Bretagne, on a un outil sur lequel on tente et on incite, on accompagne les acteurs à rendre publiques leurs données, en tout cas en matière d'information géographique, c'est GéoBretagne. Et en lien avec GéoBretagne, il y a ce qu'on appelle des pôles métiers, donc des groupes de travail, des acteurs dédiés au travail sur les données. Il y a un pôle métier sur le bocage, il y a un pôle métier sur l'urbanisme, comment on met à disposition des données sur l'urbanisme. Et il y a un pôle métier biodiversité. Il y a un pôle métier biodiversité qui s'est réuni il y a peu de temps, il y a une quinzaine de jours. Et donc, il y a les comptes rendus qui sont disponibles sur ce sujet-là. Et donc, avec des présentations plus étoffées de la plateforme régionale Biodiv Bretagne. Et donc, dans les discussions, il a été évoqué justement le lien avec le site d'inventaire Faune Bretagne. Et si je ne me trompe pas, mais je pense qu'il y a des acteurs associatifs, ils pourraient préciser, mais en tout cas, si je ne me trompe pas, en fait, le site d'inventaire Faune Bretagne, il est surtout alimenté par les associations aujourd'hui. C'est un site aussi de saisie, Faune Bretagne. Et aujourd'hui, en fait, toutes les données qui sont estampillées comme étant publiques dans Faune Bretagne vont aller rejoindre, elles vont aller être alimenter la plateforme régionale des données naturalistes. D'accord, oui, je crois Voilà. que Jean-Luc va nous en reparler tout à l'heure. Voilà, il va en parler. Voilà, très bien. Et ensuite, donc le paysage, le bocage poursuit sa dégradation sur mon territoire. Il reste 1% des vergers, 20% du bocage. Pour revoir un véritable paysage bocager, il nous faudra 5 à 6 générations. Avec la perte de l'élevage, on se dirige vers un paysage de Beauce. Alors, il est évident que les pratiques agricoles jouent et façonnent les paysages, hein, ça c'est certain. Après, on ose espérer aussi que aujourd'hui, alors je sais que il y a eu récemment un séminaire et puis il y aura un nouveau programme Brest-Bocage qui se prépare sur le sujet, un Brest-Bocage 3. L'idée est aussi désormais de passer à un soutien et une reconnaissance du travail de la gestion du bocage existant pour valoriser à la fois les services écosystémiques de la haie, hein, valoriser les services de la haie, donc la gérer et donc rétribuer ce service de gestion, mais aussi valoriser le produit de la haie comme aussi valorisation bois. Donc, en espérant que ce soit des leviers qui permettent de freiner, de limiter cette dégradation que malheureusement, oui, tu signales, Henri-Pierre. Merci. Pour rester dans le timing du webinaire, je vous propose de passer à l'intervention suivante d'Anne-Hélène Leduc, donc qui va nous présenter la BB et ses outils. Oui, merci Manon. Donc, je me présente, je suis Anne-Hélène Leduc, je suis responsable du pôle ingénierie de projet à l'Agence bretonne de la biodiversité. Je remercie déjà le réseau rural breton pour l'invitation et nous permettre de présenter l'Agence bretonne de la biodiversité. Je vais partager mon écran. Oui. C'est bon? Oui. Alors, je vais passer rapidement sur les agences régionales, puisque c'est vrai que Gaëlle a contextualisé quand même la façon dont les agences régionales de la biodiversité ont été créées. Donc, c'est issu effectivement de la loi biodiversité. Les activités de l'agence, même s'il y a une création officielle en fin d'année 2019, les activités de l'agence ont vraiment démarré en janvier 2020.
Et on fonctionne avec une feuille de route pluriannuelle avec nos partenaires institutionnels et en particulier l'Office français de la biodiversité et puis la région Bretagne. Juste une particularité qu'on veut signaler pour ceux qui ne nous connaissent pas, on fonctionne avec un conseil d'administration qui est un lieu d'échange aussi sur les grandes orientations de l'agence, mais aussi sur les enjeux de la biodiversité en Bretagne, avec une représentativité assez large, avec autour de la table les associations de protection de la nature, les chambres consulaires, les chasseurs, les pêcheurs. Et puis, bien sûr, les services de l'État, les administrations aussi, et les collectivités. Je voudrais juste aussi recontextualiser l'activité de l'agence. C'est vrai que pour les élus, il y a beaucoup de sujets en matière de développement durable aujourd'hui qui les concernent sur la transition écologique des territoires. Et voilà, il faut aussi donner sa place à la biodiversité. C'est un vrai enjeu aussi dans cette transition écologique des territoires. Voilà, et nous, à l'ABB, on concentre nos activités sur le vivant. Donc, c'est pour ça que vous voyez cocher la vie aquatique et la vie terrestre, mais tout ça, évidemment, n'est absolument pas déconnecté d'autres sujets majeurs, et notamment voilà, la lutte contre le changement climatique, les questions aussi autour de l'eau et de la ressource en eau, autour de l'énergie, enfin tout ça évidemment est très lié et justement c'est ça qui fait l'enjeu aussi de la prise en compte de la biodiversité aujourd'hui dans les politiques publiques sectorielles. Pour aller assez rapidement, on a à l'Agence bretonne de la biodiversité donc une offre d'accompagnement à destination des porteurs de projets que sont bien sûr les collectivités locales, mais pas que. On accompagne aussi les associations, les entreprises, les écoles, en particulier sur les aires éducatives. Voilà, on est très orienté dans l'accompagnement, je dirais plutôt collectif. Gaëlle a eu l'occasion de le préciser tout à l'heure. Accompagnement collectif des porteurs de projets favorables à la biodiversité bretonne. Alors, sous deux angles principaux, que sont l'animation et la mobilisation. Et puis l'ingénierie de projet, parce que pour nous, effectivement, c'est extrêmement important de pouvoir accompagner aussi les porteurs de projets pour lui permettre d'accéder à la fois aux bonnes ressources documentaires pour construire son projet, le mettre en relation aussi avec des expertises à travers le réseau de l'accompagnement dont je vous parlerai tout à l'heure, et puis aussi l'accès au financement qui ont été, notamment les accès au financement FEDER qui ont été présentés tout à l'heure. Et puis, en complément de cette ingénierie de projet, on a aussi la capacité à l'agence, et elle sera renforcée à partir de 2023, à accompagner individuellement en fait ce qu'on appelle des projets complexes. Alors, projets complexes, pour faire simple et court, sont des projets avec une échelle assez dimensionnée, avec plusieurs partenaires. Et cet accompagnement individuel sera bien sûr corrélé à la nouvelle programmation des fonds européens. Alors, pour être assez concret, j'avais envie aussi de vous montrer ce que c'était pour nous un projet biodiversité BZH. Alors, on a évidemment des projets dédiés à la biodiversité. C'est notamment, ça a été évoqué tout à l'heure, la trame verte et bleue, les atlas de la biodiversité communale, les aires éducatives. Voilà, c'est des actions très orientées. On peut avoir des actions de connaissance, bien sûr, de comptage, de sensibilisation, d'animation. Et puis, on a aussi une volonté. Et ça fait écho avec le sujet de la biodiversité ordinaire. On a aussi un enjeu d'accompagner les porteurs de projets autour de projets qui intègrent plutôt un volet biodiversité. Et je pense en particulier pour les élus des territoires ruraux, aux opérations de renouvellement urbain en centralité. On sait qu'aujourd'hui, avec la gestion du foncier, ça constitue un enjeu majeur. Pour autant, il y a aussi un enjeu majeur à reconnecter la nature dans ces espaces-là et à considérer le renouvellement urbain, en tout cas l'articuler avec la nature en ville. Donc, on a aussi tout le volet formation des élus locaux. Tout ça, ça peut être des projets biodiversité, tout comme l'organisation d'une compétition sportive dans les milieux naturels. Je précise, et d'ailleurs, je vous informe qu'il y a un guide qui existe et qui est à disposition notamment des organisateurs pour mieux prendre en compte la biodiversité dans le cadre de l'organisation de ce type d'événements.
On est une équipe de 10 personnes. Depuis quelques semaines, on a été rejoint par Antoine Leroux qui va travailler particulièrement aussi sur les solutions d'adaptation fondées sur la nature, donc très en lien avec la problématique du réchauffement climatique. Voilà, on est en tout cas sur notre site internet, on est tous, je dirais, très joignables. Donc, vous avez nos numéros de portable, nos adresses mail. Donc, n'hésitez pas aussi à nous contacter, bien sûr, directement pour évoquer certains projets ou voilà, ou ont besoin d'informations complémentaires. Alors, je voulais repréciser parce que notre offre d'accompagnement, elle repose en effet sur 2 volets, que sont l'animation, la mobilisation et l'ingénierie de projet que j'ai présenté rapidement, mais ça mérite quand même, puisque l'Agence bretonne de la biodiversité est un nouvel acteur, de préciser ce que ça recouvre. Alors, sur l'animation et la mobilisation, on a effectivement tout un volet d'événements qui ont pour objectif de favoriser la montée en compétences sur un certain nombre de sujets. Alors, on organise en particulier, et puis on anime aussi le réseau des gestionnaires des espaces naturels en Bretagne. Là, c'est ma collègue Maude Bernard qui est chargée de ce projet. Et puis, une journée technique régionale sur les solutions d'adaptation fondées sur la nature. Et puis, on a tout un volet d'offres événementielles qui sont co-organisées par l'agence avec de nombreux partenaires. Et on organise donc des ateliers à destination notamment des élus locaux, des techniciens pour monter en compétence sur un certain nombre de sujets. Je vous en parlerai déjà pour 2022. On sait qu'ils auront lieu donc le 22 septembre 2022 à Rennes et le 20 octobre 2022 à Vannes, en partenariat donc avec les 2 conseils départementaux, donc d'Ille-et-Vilaine et du Morbihan. Et cette année, je pense que c'est un sujet aussi qui peut intéresser certains d'entre vous. Les ateliers feront beaucoup le lien avec la problématique de l'aménagement du territoire. Il y aura un atelier notamment qui permettra d'intégrer en fait de manière opérationnelle les résultats d'un ABC dans la planification et dans le document d'urbanisme, avec aussi un point évidemment de mise en perspective par rapport à l'enjeu de connaissance qui paraît indispensable avant de construire un projet sur son territoire. On aura des ateliers qui seront consacrés à la prise en compte de la nature en ville et l'intégration notamment de la biodiversité dans le bâti. C'est vrai qu'on peut imaginer demain, avec le renforcement du renouvellement urbain, tout l'intérêt d'intégrer aussi cette question de la prise en compte de la biodiversité dans le bâti. Voilà, il y aura d'autres sujets autour de la séquence ERC. Enfin, c'est très orienté aménagement du territoire. Donc, je vous invite déjà à retenir, pourquoi pas, ces dates dans vos agendas pour participer à ces ateliers. On organise aussi des visites décideurs qui sont très orientées élus, maires, adjoints, mais aussi corps préfectoral, dirigeants, directeurs de services, sur des problématiques bien particulières. La prochaine aura lieu en octobre en partenariat avec le conseil départemental du Finistère sur la question de l'intégration des zones humides dans l'aménagement du territoire. Ce sont des journées qui permettent de monter en compétences, de bénéficier de retours d'expérience, de favoriser les échanges pour se lancer et passer à l'action sur son territoire. Donc, je vous invite à regarder aussi notre programmation pour participer à ces journées. On organise aussi des journées d'échanges thématiques, il y a des formations dans le cadre du réseau des gestionnaires d'espaces naturels en Bretagne. Là, toute la programmation est à votre disposition sur notre site internet, des journées Natura 2000. Voilà pour ce volet animation. C'est vrai que sur la communication, on a aussi choisi d'avoir une communication très renforcée. C'est pas du tout une communication, en fait, c'est une communication qui a vocation à mettre en valeur les acteurs de la communauté qui vous ont été présentés tout à l'heure par Gaëlle, notamment les 127 acteurs, mais pas que. On a aussi voilà, cette communication vous permet directement de publier aussi vos événements en lien avec la biodiversité, de publier vos appels à projets, des recherches de partenaires pour mener à bien un projet, mais aussi
voilà, si on a du retour d'expérience, nous, ça alimente aussi nos publications à travers des nouvelles, pourquoi pas des portraits d'acteurs sur notre site Internet. Donc, c'est vraiment une communication qui a vocation à mettre en avant les projets sur les territoires. On le fait en particulier, on a commencé à le faire évidemment pour les atlas de la biodiversité, mais de manière plus large pour les projets territoriaux favorables à la biodiversité, pour les territoires engagés pour la nature et pour toutes les dynamiques finalement locales en matière de biodiversité. Et puis, en complément de ce volet animation, mobilisation, l'ABB participe aussi à la conduite de projets collectifs, notamment sur les aires éducatives, toujours dans le cadre de l'activité du réseau des gestionnaires d'espaces naturels. Il y a un groupe de travail qui a été constitué autour de la prise en compte de la biodiversité dans les activités sportives, culturelles et touristiques des territoires. Ça reste aussi un enjeu majeur en Bretagne. Et puis des travaux collectifs, notamment sur des collaborations entre les gestionnaires d'espaces naturels et les chercheurs, une implication aussi de l'ABB sur le dossier de la faune sauvage en détresse, et puis depuis quelques mois sur les solutions d'adaptation fondées sur la nature. Alors sur l'ingénierie de projet, voilà, on a une offre d'accompagnement plutôt collective et c'est vrai que 10 personnes en plus, c'est pas beaucoup au regard des enjeux de la biodiversité en Bretagne, mais c'est déjà ça. Et en tout cas, on s'appuie beaucoup sur les expertises existantes et c'est pour ça que l'ABB, à travers une équipe projet qui regroupe un certain nombre de partenaires, était en train de structurer depuis l'année dernière le réseau de l'accompagnement. Ce réseau de l'accompagnement, c'est plus de 70 acteurs de l'accompagnement qui permettent en fait aux porteurs de projets de trouver aussi des compétences pour avancer sur leur projet. Alors, on a choisi pour en parler, de se dire que la nature bretonne n'était pas forcément en très bonne santé et qu'elle avait besoin qu'on prenne soin d'elle. Donc, on a choisi le parallèle avec la terminologie du monde médical autour des généralistes, des spécialistes. Et puis, bon, on a été obligé d'inventer une nouvelle sous-catégorie. Mais en tout cas, les généralistes, dont font partie, par exemple, la région et l'Agence bretonne de la biodiversité, voilà, ce sont ces experts qui sont en capacité d'établir un diagnostic global, de faire des prescriptions, d'orienter les porteurs de projets, pourquoi pas vers d'autres expertises, mais aussi de suivre le projet dans sa globalité, mais en tout cas d'identifier les compétences nécessaires pour porter son projet. Et puis, en complément de cette structuration du réseau de l'accompagnement qui se poursuit en 2022, notamment pour suivre et animer aussi et accompagner dans le temps et dans la durée les porteurs de projets, on a développé une interface pour accueillir et orienter les porteurs de projets et favoriser la mise en relation pour les porteurs de projets. Alors ici, vous avez juste l'image qui synthétise finalement ces 3 catégories d'acteurs du réseau de l'accompagnement que sont les généralistes, les spécialistes. Je vous invite aussi à regarder cette image plutôt sur notre site internet parce que là, vu l'échelle, je ne pense pas que ce soit forcément très lisible. Et voilà, je voulais quand même faire un petit zoom sur cette interface qui est accessible depuis notre site internet, qui vous permet, en tant que porteur de projet, d'identifier de la ressource documentaire, un réseau de professionnels pour vous accompagner, et puis l'ensemble des financements disponibles sur le volet biodiversité aujourd'hui en Bretagne. Et c'est une interface qui est là pour faciliter la mise en relation. En fait, vous êtes mis directement, il y a 10 personnes à l'ABB, mais là, effectivement, derrière cette interface, il y a en tout cas 70 portes d'entrée dans les structures qui œuvrent en faveur de la biodiversité en Bretagne pour vous permettre de vous accompagner sur vos projets, quels qu'ils soient. On a des compétences très, très fines. On a, par exemple, un cabinet d'avocats qui travaille sur le droit de l'environnement, les obligations réelles environnementales. On a certains spécialistes sur la faune ou la flore. Enfin, on a vraiment essayé de regrouper le maximum de contributeurs et évidemment, d'autres contributeurs pourront nous rejoindre au cours des années à venir. Cette interface, elle vous permet à la fois
en tant que porteur de projet, d'identifier un certain nombre de ressources, mais vous pouvez aussi, vous, en tant qu'acteur de la biodiversité, aider d'autres porteurs de projets. Donc, certains acteurs peuvent déposer des ressources, méthodos, d'autres peuvent rejoindre leur réseau. Et puis, l'idée, c'est que cette interface, ma question, demain, puisse développer un volet retour d'expérience. Et je vous en parle parce que les retours d'expérience, ils viennent des territoires, ils viennent souvent des collectivités. Et c'est vrai que pour certains élus ou certains techniciens travaillant auprès des collectivités, identifier une collectivité qui s'est lancée sur un projet avec un peu les mêmes enjeux, les mêmes problématiques, les mêmes enjeux de territoire, ça peut faciliter le démarrage du projet. Donc, à partir de l'année prochaine, on aura aussi des collectivités qui pourront témoigner et à travers des retours d'expérience auprès d'autres élus, ce sera donc une nouvelle fonctionnalité de cette interface qui a vocation à se développer aussi pour les contributeurs, pour favoriser leur travail d'accompagnement. Je ne vous en dis pas plus. Je vous invite, si vous avez un projet, à l'utiliser pour pouvoir être mis en relation avec un certain nombre de ressources et de compétences. Je voulais aussi vous parler de l'activité de l'agence qui relève du comité des financeurs et de l'animation et de la coordination de ce comité des financeurs qui permet en fait de faire le lien entre la demande en matière de financement et l'offre et qui regroupe les financeurs de la biodiversité en Bretagne. Ça permet, donc ici vous avez, c'est peut-être pas la bonne échelle non plus, mais vous avez en fait regroupé l'ensemble des financements qui sont à la fois, je dirais, récurrents et donc d'appels à projets plus ponctuels. Donc déjà, ça montre qu'il y a beaucoup de financement en Bretagne pour vous accompagner sur vos projets, mais ça montre aussi qu'il y en a beaucoup et que c'est aussi une charge importante d'aller candidater sur ces appels à projets. C'est vrai que ça fait aussi partie des chantiers stratégiques qui seront animés par l'Agence bretonne de la biodiversité, que de favoriser aussi la montée en compétences des porteurs de projets sur cette ingénierie financière et simplifier l'accès au financement. Mais ça, c'est un travail de coordination avec l'ensemble des acteurs du financement en Bretagne. Ce tableau-là est aussi accessible sur notre site internet, sur la page comité des financeurs. Et l'ensemble des financements, parce que là, on a des financements plutôt publics, mais l'interface Ma Question regroupe aussi et identifie un certain nombre de financements que sont les financements portés par des fondations. Je le signale parce que ce sont souvent des montants, alors qui ne sont pas évidemment aussi importants que les flux qu'on peut trouver avec certains acteurs publics, mais pour les associations, ça peut aussi constituer parfois un moyen de finir, de compléter des financements qui ont déjà été obtenus auprès d'autres acteurs. Et pour finir cette présentation, je voulais relativement rapide sur l'Agence bretonne de la biodiversité, parce que ça me paraissait peut-être important de vous laisser un peu de temps pour les questions. Je voulais vous parler d'un dispositif qui est porté par le collectif régional, mais animé aussi par l'Agence bretonne de la biodiversité, qui est Territoire engagé pour la nature. Je vous en parle parce que aujourd'hui, quel que soit, je dirais, le niveau des collectivités en matière de biodiversité, qu'on soit débutant ou un peu plus confirmé sur la prise en compte de la biodiversité sur son territoire, ce dispositif finalement permet de reconnaître l'engagement des territoires en faveur de la biodiversité. C'est un dispositif qui a été lancé dans le cadre du plan biodiversité, qui est porté au niveau national par l'Office français de la biodiversité. On a lancé Territoire engagé pour la nature en Bretagne l'année dernière, avec le collectif régional, donc l'OFB, l'Adréal, la région. Et ce dispositif permet en fait de reconnaître sur les 3 années à venir des plans d'action en faveur de la biodiversité. Il s'adresse à la fois aux communes, quelle que soit leur taille d'ailleurs, aux intercommunalités, pour mettre en place 3 actions favorables à la reconquête de la biodiversité.
Alors, on peut inscrire dans ce dispositif un certain nombre d'actions assez concrètes qui peuvent aussi concerner, bien sûr, les territoires ruraux autour de des suivis, des travaux de restauration de continuité écologique, de nature en ville, d'activation des fonctionnalités écologiques, création de sentiers nature. L'année dernière, on a eu beaucoup de lauréats autour de la thématique de la trame noire, mais aussi des actions en lien avec l'alimentation, la biodiversité, la création de vergers conservatoires. On a eu pas mal de territoires, la gestion aussi différenciée des espaces verts. On a aussi reconnu des collectivités qui démarraient et qui se saisissaient de ce sujet. Alors, peut-être pour certains d'entre vous, ça paraîtra comme étant le minimum syndical sur un territoire, mais pour certaines collectivités, c'est aussi une façon d'entamer et d'engager la collectivité sur des pratiques beaucoup plus durables. Donc, on a aussi encouragé des collectivités qui partaient très, très loin parce qu'on estimait que c'était aussi une dynamique favorable. Et Gaëlle, tout à l'heure, montrait une carte en matière de dynamique de projet à l'échelle de la région Bretagne. Territoire engagé pour la nature, ça participe aussi à la coloration de cette carte bretonne. Et du témoignage aussi que partout sur les territoires, finalement, il y a des choses qui se lancent. Je voulais aussi vous partager ce retour des élus locaux parce que c'est vrai que ce sont des témoignages assez intéressants qui disent que c'est un dispositif qui permet de passer à l'action et de discuter aussi en interne du sujet biodiversité. Il y a une actualité autour d'Eupen, puisqu'on vient d'ouvrir l'appel à candidature depuis hier. Les collectivités ont jusqu'au mois de septembre pour présenter une candidature avec 3 actions sur 3 champs différents que sont l'aménagement du territoire, des travaux de renaturation, de restauration, et puis la mobilisation des acteurs du territoire, qu'il s'agisse de mobilisation citoyenne ou de mobilisation des acteurs économiques. Pour accompagner les territoires qui auraient envie de se lancer, déjà l'Agence bretonne de la biodiversité, bien sûr, se tient à votre disposition, mais on aura aussi des ateliers. Alors, par contre, évidemment, pour l'année 2022, les ateliers sont un peu tard pour parler du dispositif, mais on n'a pas eu trop le choix du calendrier. Mais par contre, on a vous avez le questionnaire qui est à disposition déjà sur notre site internet et l'autodiagnostic pour pouvoir passer à l'action. Puis après, pour ceux qui voudraient s'engager en 2024, 2025, il y a des ateliers cette année pour vous présenter la démarche. C'est ensuite une instruction régionale. Et puis, en début d'année prochaine, il y aura une annonce de nouveaux lauréats. Il y a une dizaine de territoires qui ont été reconnus déjà en fin 2021. Et on espère qu'effectivement, d'autres territoires, et notamment des territoires ruraux, s'engageront aussi dans la dynamique. C'est pour ça que je tenais aussi à vous en parler, parce qu'il y avait une actualité sur ce sujet-là depuis hier. Voilà, je ne voulais pas passer trop de temps à présenter l'Agence bretonne de la biodiversité. Je voulais que ce soit relativement synthétique. S'il y a des questions, bien sûr que je suis à disposition, mais il faudra peut-être laisser aussi un petit peu de temps de présentation puisqu'il est déjà 11h30. Mais voilà, si vous voulez plus d'infos, on est bien sûr tous à disposition. Et il y a pas mal d'infos sur notre site internet pour échanger sur de futurs projets ou besoin d'informations complémentaires par rapport à cette présentation. Voilà, merci de votre attention. Merci Anne-Hélène. Il y a 2 questions dans le chat. La première, c'était Jacques qui l'a posée sur y a-t-il des pouvoirs de police avec des agents assermentés au sein de l'ABB? Non, alors effectivement, entre Office français de la biodiversité, Agence bretonne de la biodiversité, on peut parfois se demander qui fait quoi. Et là, par contre, sur le volet police de l'environnement, ça relève strictement des compétences de l'Office français de la biodiversité, notamment à travers l'activité dans les services départementaux et les parcs naturels, les parcs naturels marins en tout cas, pour celui d'Iroise. Donc, pas de pouvoir de police complémentaire. Et la deuxième question, c'était pourquoi n'existe-t-il pas de conservatoire des espaces naturels en Bretagne? Alors là, je pense que je vais laisser peut-être la réponse, en tout cas l'opportunité de répondre à Gaëlle, qui, elle, a bien l'historique. Oui, sans problème. Du coup, il n'y a pas de scène. Alors, il y a eu je pense qu'il y en a même eu 2 dans l'histoire depuis. C'était avant mon arrivée, là. C'était dans les années 2000, une première, puis une deuxième dans les années 2010. Étude de préfiguration d'un scène.
Jean-Luc pourra confirmer, je pense qu'il a dû suivre les 2 démarches. En tout cas, finalement, ça n'a pas abouti. Et on a ensuite, dès la fin de la 2e étude, créé collectivement, donc avec l'État, la région, les départements, les acteurs associatifs aussi très impliqués en Bretagne sur la gestion des sites naturels, le conservatoire du littoral. Enfin, quand je dis l'État, c'est aussi tous ces établissements publics, bien sûr. Et bien, procéder à la création d'une association des gestionnaires d'espaces naturels bretons. Et donc, elle a vu le jour en 2015-2016. Et donc, c'était l'idée de partager des ressources, de monter en réseau, de monter en compétences collectivement, de travailler davantage en réseau. Et donc, cette association, ensuite, quand l'ABB a été préfiguré, il a été vu logique lors de la préfiguration de l'ABB que de raccrocher cette association comme une mission pleine et entière de l'ABB. Et donc aujourd'hui, c'est pour ça que l'ABB, tel que l'a présenté Anne-Hélène, anime le réseau des gestionnaires d'espaces naturels bretons en la personne de Maude Bernard à l'ABB. Ok, merci pour ces réponses. Je vous propose d'enchaîner. N'hésitez pas toujours à poser vos questions dans le chat. Et puis, si des personnes veulent y répondre aussi, l'échange peut se faire là-dessus. Jean-Luc, je te laisse la parole du coup pour cette dernière partie. Oui, bonjour à tous. Je vais me présenter. Jean-Luc Toulec, je suis administrateur de l'association Bretagne Vivante. Je suis naturaliste et écologue de formation, administrateur de Bretagne Vivante, asso régional de protection de la nature dont je vais parler tout de suite. Et je suis aussi administrateur de la fédération France Nature Environnement Bretagne. Et je vais en parler aussi. Donc, je vous propose de démarrer. Voilà. Alors, je vais essayer de partager. Voilà. Alors, donc, Manon m'a sollicité un peu pour intervenir, apporter le rôle, la complémentarité que peut jouer le réseau associatif sur la thématique de la diversité en Bretagne. Donc, je vais juste rappeler un peu de regard vers l'histoire, en fait. Les assos bretonnes, dont Bretagne Vivante, qui s'appelait avant la Société pour l'étude de la protection de la nature en Bretagne, ont été créées dès les années 50 et sont issues quand même globalement du sérail ce qu'on appelait les sociétés savantes à l'époque, basées sur des démarches scientifiques, en fait des regroupements entre des scientifiques et des citoyens quelque part, parce qu'ils se sont rendus compte qu'il était nécessaire non seulement de connaître la nature, mais de commencer vraiment à la protéger compte tenu des impacts qui commençaient à se développer à l'époque, voilà, et qui continuent aujourd'hui. Et donc, on est passé de la connaissance quelque part à l'action de protection de la nature, d'abord par la protection de la nature remarquable, mais aussi par la veille écologique et l'action militante. Dans les années 70, il y a eu Plogoff, par exemple, ce sont des grands combats écologiques bretons. Et donc, ça a permis de constituer progressivement une forme de contre-pouvoir nécessaire dans la démocratie, dans une démocratie qui s'assume, basée sur l'expertise, l'abordeur d'idées, mais aussi la force de contestation. Et on peut dire quand même que les années 80 à 2020, c'est finalement la diversification de ces associations, la complication du système associatif aussi, et des actions qui sont menées, et la professionnalisation de un certain nombre d'acteurs du monde associatif à travers des métiers divers et variés qui se sont créés autour de la connaissance, la gestion, l'éducation. Et puis des partenariats de plus en plus renforcés, importants avec les acteurs publics de manière générale. Voilà, alors juste quelques mots sur France Nature Environnement Bretagne, qui est une asso qui fédère finalement d'autres assos bretonnes. Il y a 9 associations régionales, départementales qui participent à ça. Ça fait partie d'un réseau national de FNE à l'échelle, voilà, vous le voyez, vous l'avez sur la carte nationale. Et globalement, par contre, en Bretagne, c'est une structure qui est assez récente, 2017 simplement. La Bretagne est toujours un peu particulière dans l'histoire de la protection de la nature en France. L'histoire du Seine, évoquée tout à l'heure par Gaël, en fait partie. On a toujours comme ça un petit côté particulier. Voilà, c'est notre identité aussi.
Et donc, 2017, 6 associations ont décidé de s'organiser pour créer cette fédération, Bretagne Vivante, Cauben, Eaux et Rivières de Bretagne, Vivavant Nature, l'UMIVEM et le groupe mammalogique breton. Aujourd'hui, la Fédé s'ouvre à d'autres acteurs du style Allarc, qui travaille sur les mammifères marins, ou du style Climaction, ou Cohérence, qui sont des structures aussi, voilà, qui sont du coup, on retrouve aujourd'hui les associations fondatrices, des associations adhérentes, j'en ai cité une, et des associations correspondantes. Voilà. Et puis, il y a un certain nombre d'associations affiliées, d'associations locales, ce qui a une très forte dynamique associative en Bretagne, à la fois par les assos régionales, départementales, mais aussi par les associations locales. Et c'est super important finalement d'avoir ce réseau d'associations qui permettent d'agir à tous les niveaux, et en particulier sur le sujet de la biodiversité. Alors, juste pour dire que l'action fédération, elle est au service des associations, finalement, à la fois dans le renfort du lien fédéral au service de la nature. Et vous voyez, ce qui est marqué en haut, l'appropriation de l'enjeu culturel du rapport de l'homme à la nature. Ça, je l'ai remis là parce qu'on pense aujourd'hui que c'est un élément extrêmement fort. Si il n'y a pas suffisamment d'action politique, d'engagement autour de la question de la biodiversité, même si ça change, ça évolue quand même. Dans les 10 dernières années, on parle beaucoup plus de biodiversité qu'avant. Moi, quand j'ai commencé mon action associative, la biodiversité, on n'en parlait pas, on ne savait même pas trop ce que c'était, et c'était quand même un parent très très pauvre. Aujourd'hui, ça reste un parent pauvre, mais au moins le sujet augmente, prend du volume dans la société, et repose des questions aussi qui sont d'ordre philosophique, éthique, du lien entre l'homme et la nature, et de la manière dont on peut constituer, développer notre société en lien et en synergie, même dans une logique de régénération du vivant, l'homme en faisant partie. Voilà. Alors, si on va un peu plus d'une association qui s'appelle Bretagne Vivante, finalement, c'est une association importante. Hein. Vous avez quelques chiffres là qui vous donnent quelques éléments sur l'asso, mais ça représente quand même 3 millions d'euros de budget annuel, des logiques de suivi et d'expertise très importants. Des logiques aussi d'éducation et de sensibilisation très importantes. Ça en fait une des plus grosses associations en fait régionales de France sur ces sujets-là. Ça marque aussi l'importance quand même de l'engagement associatif en Bretagne. C'est une réalité qu'on retrouve aussi dans d'autres domaines associatifs, mais c'est le cas sur la biodiversité, et on ne peut que s'en féliciter parce que ça génère du coup une présence importante d'associations. Et là, j'ai mis juste un petit schéma disant que c'est vrai que sur le domaine de la biodiversité, qui est un domaine à la fois d'expertise, de connaissances, eh bien, les assos sont un peu, et depuis le début, comme je l'ai évoqué dans la naissance des associations, sont un petit peu à l'interface entre sciences et société. On travaille avec les scientifiques. Il y a pas mal de scientifiques qui sont toujours bénévoles ou acteurs dans l'association. On travaille aussi avec des labos de recherche. Il y a quand même pas mal de labos de recherche en Bretagne sur ces sujets-là. Et d'un autre côté, notre rôle, c'est aussi d'alerter, d'être force de proposition, d'expertise, d'accompagnement, d'éducation et d'action vers la société, les citoyens et les élus. Donc, on joue un peu un rôle aussi en partie d'interface, un peu entre la science, la connaissance et la société. Donc, c'est une des places, en tout cas, des assos. Parce que les scientifiques n'ont pas forcément cette mission-là ou n'ont pas forcément ce rôle-là de manière directe, y compris dans l'aide à la décision, qui est un élément très important, comment finalement la connaissance de l'écologie, par exemple, peut irriguer l'aménagement du territoire, par exemple. C'est ce qu'a évoqué tout à l'heure Gaël à travers la trame verte et bleue, c'est un bon exemple. Alors globalement, ce qui est très important, il y a de l'expertise, etc. Bien sûr, il y a aussi du métier, il y a de la professionnalisation, mais il y a avant tout une dynamique associative et citoyenne qui est à la base de tout ça et qui est essentielle pour la société, pour la mobilisation des citoyens, qui est essentielle pour finalement une forme de transition écologique et citoyenne. Donc, moi, je pense qu'il faut insister vraiment là-dessus. C'est très important. En Bretagne, en France, de manière générale,
on n'a pas un nombre d'adhérents dans les associations de protection de la nature qui est très important. On est un pays un peu latin de ce point de vue-là par rapport aux pays nordiques ou la Grande-Bretagne, où il y a plus d'1 million d'adhérents, voire même plus encore, ou aux Pays-Bas, par exemple. Donc, il y a un rôle essentiel des assos à aussi essayer de mobiliser les citoyens et de faire en sorte qu'ils puissent s'engager. La présence sur le territoire, pour Bretagne Vivante uniquement, si on mettait les autres associations, elle serait encore plus importante, cette carte. Alors, on y retrouve les fameuses réserves naturelles évoquées par Gaël tout à l'heure, dont Bretagne Vivante est un des gestionnaires. Mais on retrouve aussi les réserves associatives, c'est les petites ronds violets là. Aujourd'hui, Bretagne Vivante gère en fait 130 sites. Alors nous, on est sur la Bretagne historique. Voilà, on va pas faire le débat aujourd'hui ici, mais c'est l'histoire aussi de l'association. Et donc 130 sites protégés et quand même, ce qui est important, 100 conservateurs bénévoles, donc des gens qui donnent de leur temps pour conserver ces sites, ces réserves associatives. Et ça, c'est vraiment une particularité très forte de l'association qu'on retrouve peu finalement à l'échelle nationale. Des antennes locales, des pôles d'accueil du public et globalement, du coup, une présence dans le territoire. Un peu moins, vous voyez, dans la partie des Côtes d'Armor. Pourquoi? Parce qu'il y a une association amie, partenaire, qui s'appelle Vive Armor Nature et qui fait un peu le même travail que Bretagne Vivante dans ce département. Je voulais insister sur la partie avec Faune Bretagne, mais la biodiversité, c'est pas forcément connu par les élus, ça, ou par les citoyens de manière générale. C'est un domaine où les citoyens apportent énormément dans la connaissance, en tout cas dans la production des données de base. C'est même la majorité des données de base aujourd'hui produites sur la nature en Bretagne sont produites par des citoyens qui sont de niveau d'expertise variable, mais qui sont aussi très experts. Et c'est vraiment une richesse très très forte qui est malheureusement pas toujours connue ou reconnue ou suffisamment soutenue. C'est que ben voilà, les atlas de mammifères, l'atlas de nicheurs, les observatoires, tout ça sont basés sur un réseau d'observateurs, de citoyens qui chaque jour, quasiment, vont pouvoir observer et faire remonter leurs observations, entre autres du coup sur Faune Bretagne, et ça va permettre de contribuer vraiment à du suivi et à de la connaissance de la biodiversité. C'est pour ça que les observatoires sont mis en place aussi, c'est pour que cette connaissance ne reste pas dans des bases de données, mais qu'elle soit vraiment mise en forme. Ça veut dire aussi qu'il faut travailler sur les questions de protocole, la manière dont on peut récolter ces données pour qu'elles disent plus de choses et qu'elles nous donnent finalement une sorte d'état des lieux de la santé de la biodiversité sur la région. Et c'est un rôle extrêmement important et où chaque citoyen peut contribuer, puisque sur Faune Bretagne, on peut s'inscrire en tant que citoyen et noter les choses qu'on observe auprès de chez soi, tout simplement, sur sa commune ou sur son territoire. Donc, c'est un enjeu très, très important de faire aussi connaître le rôle important des assos et donc des citoyens dans ces domaines-là. J'ai mis ça science citoyenne, c'est déjà de la science citoyenne quelque part, et une forme d'appropriation collective ou de mobilisation collective. Bon, alors voilà, ça c'est la liste des partenaires de Bretagne Vivante. Évidemment, on ne travaille pas seul quand on est une association vivante. On travaille avec des quantités d'acteurs dans des logiques de partenariat et de coopération, et c'est extrêmement important. Et voilà, je ne vais pas vous faire la lecture, ça serait beaucoup trop fastidieux. Ça donne quand même une idée du réseau généré par toutes ces activités. Je voulais peut-être cibler sur 2 actions importantes qui ont déjà été évoquées par d'ailleurs par aussi bien Gaël que Anne-Hélène. L'action sur les prix d'abord est vraiment un enjeu énorme et qui a un vrai développement aujourd'hui et qui se traduit pour nous dans le plan stratégique de Bretagne Vivante par développer les réservoirs de biodiversité, c'est-à-dire poursuivre finalement le travail qu'on fait déjà sur le réseau des réserves, peut-être aller davantage un peu sur ce réseau des réserves, qu'est-ce qu'il dit du changement climatique, faire du lien avec le changement climatique, et aussi s'inscrire dans la stratégie régionale, entre autres la stratégie des aires protégées qui est en cours là. À vrai dire, je vais à une réunion Bretagne Vivante tout à l'heure
pour discuter justement de nos propositions dans le cadre de cette stratégie. Voilà, ça c'est un peu les espaces, on va dire, de biodiversité patrimoniale. C'est les éléments qui sont nécessaires et qui font l'identité aussi de la nature de Bretagne. Je vous rappelle que la Bretagne n'a que 0,2%, c'est l'un des mauvais élèves de la France, n'a que 0,2% d'espace naturel protégé de manière réglementaire. C'est alors que l'objectif est d'arriver à 2, voire normalement à 10% des territoires. Donc on en est très 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 loin. Il va falloir qu'on y mette plus de moyens. Donc c'est aussi des choses qu'on fait remonter nous en termes de propositions. Et de l'autre côté, qui va avec, c'est la logique des trames et des corridors écologiques, c'est se dire que la biodiversité, elle n'est pas que dans les réservoirs, elle n'est pas que dans les espaces de valeur patrimoniale, elle est aussi elle est partout, et que du coup, finalement, alors qu'on a pensé notre aménagement du territoire par rapport à la trame grise, ce que j'appelle la trame grise, c'est la trame des villes et des routes. Voilà, en gros, l'aménagement du territoire s'est construit sur cette base-là. Peut-être que l'aménagement du territoire de demain, ce sera de construire ou de restaurer la trame verte et bleue, parce que la résilience de nos territoires passera par la restauration de cette biodiversité et des fonctions énormes, des services qu'elle rend, comme l'a évoqué tout à l'heure Gaël, à l'ensemble des habitants, et humains, non humains, des territoires, l'un allant avec l'autre. Donc c'est vraiment faire de la biodiversité le socle, un des socles de l'aménagement des territoires. Et ça suppose pour nous de travailler aussi bien avec les acteurs privés. C'est des programmes comme Regain, qui, on pourrait dire les refuges LPO, c'est aussi le même type de démarche, c'est-à-dire comment des acteurs privés, y compris des entreprises, peuvent favoriser la biodiversité chez eux. C'est la logique aussi d'ambassadeurs de la biodiversité. Et puis, avec des acteurs publics, c'est des logiques d'atlas de biodiversité qui ont été évoquées aussi, de projets de territoire, on pourrait dire, globalement, où la biodiversité est mise au cœur du projet de territoire. J'ai cité juste aussi le manifeste bassin versant sans pesticides. On est en train de travailler justement avec des élus sur un bassin versant qui s'appelle Chescanu à l'ouest de Rennes, qui alimente le bassin rennais en eau. Et ce bassin-là, qui alimente, je crois que c'est un quart ou 20% même des besoins en eau qui viennent de ce bassin-là. Et ce bassin-là est un petit peu pourri par les pesticides. Alors, quand on a un bassin d'eau potable pour la plus grande métropole de Bretagne qui est pourri par les pesticides, ça pose quand même question. Ça veut dire qu'on n'a pas réussi depuis 30 ou 40 ans à faire en sorte que, en particulier sur ces bassins-là, l'eau soit de qualité, quoi. Et donc, nous, on a dit, si on doit commencer par quelque part, c'est là. Et donc, les élus, ils vont progressivement et on va les accompagner, on va travailler avec eux pour accompagner tous les agriculteurs, pas simplement les volontaires, à changer de pratique pour ne plus avoir de problématiques de pesticides dans les eaux. Et pas que de pesticides, du coup, ça passe par aussi des volets autres, fonciers, des volets d'aménagement rural, de trame verte et bleue, de pratiques, d'accompagnement, de finances, etc. Mais c'est absolument indispensable aujourd'hui quand même d'aller vers ça. ABC, ABI, ça a été dit, Bretagne participe à de nombreux atlas de biodiversité communale ou intercommunale. Ce sont des outils qui sont vraiment intéressants en termes de connaissances, mais aussi et surtout, je dirais, en termes d'appropriation et d'action. Ne jamais oublier que le mot atlas cache un peu le côté appropriation et action. C'est vraiment indispensable. Et puis pour finir, je voulais parler d'agriculture. On est dans le réseau rural, là, l'atlas de biodiversité, c'est aussi des outils qui touchent aussi bien le milieu urbain que le milieu rural, c'est clair, mais il y a une problématique quand même très très forte en Bretagne, je viens de l'évoquer à travers les bassins versants, c'est la question de l'agriculture, et c'est quand même 65-70% de nos espaces, c'est aussi là qu'il y a pas mal d'impact sur la biodiversité. Et donc, comment on peut bouger un peu les choses? Alors du coup, ça fait quelques années déjà que Bretagne Vivante a travaillé à réfléchir à ces questions-là, et d'autres associations aussi, Eau et Rivières de Bretagne par exemple, et en particulier à faire de la biodiversité, qui est quand même, l'agriculture se base sur le vivant, clairement, c'est produire à partir du vivant, donc comment on peut intégrer le vivant, plutôt avoir une agriculture basée sur le vivant qu'une agriculture basée sur des intrants.
C'était un peu une formule, mais ça marque bien quand même l'objectif, en tout cas, que nous qu'on vise, et une agriculture qui soit aussi de territoire, davantage de territoires reliés au territoire, à la fois par l'alimentation, comme par la biodiversité, comme par les circuits courts, comme par l'emploi que ça peut développer. Et donc, dans ce cadre-là, à la fois, on participe à des réflexions sur ces sujets-là, on contribue aussi à des politiques régionales, et puis on a un projet que je souhaitais Paysans de nature. Paysans de nature, c'est quelque chose qui a été initié à la LPO Vendée, par la LPO Vendée et ensuite qui a été développé en Pays de la Loire. Et c'est l'idée simple que pas mal de naturalistes d'ailleurs, ou de gens qui ont été formés à la nature s'installent comme paysans, parce qu'ils se disent à la fois, c'est l'occasion d'aller dans l'action concrète, et peut-être de protéger la biodiversité, au moins sur l'espace qu'ils ont à gérer. C'est Fred Signoret qui dit ça, au moins, quand je me suis installé, ça permet de créer une réserve, et s'il y a 10, 15, 20 paysans qui s'installent, on va augmenter le réseau, on va augmenter les surfaces d'espaces protégés, ou en tout cas d'espaces de biodiversité de manière très, très importante. Donc la démarche paysan de nature, on l'a développée, nous, sur le secteur Rance-Émeraude, depuis 2020, à travers, c'est basé sur quoi? C'est basé simplement sur la rencontre entre des associations naturalistes, des naturalistes et des paysans, à travers la mise en réseau, à travers des inventaires réalisés chez les paysans qui sont très demandeurs, en fait, de savoir un peu mieux ce qu'ils ont chez eux, et à travers l'organisation de journées d'échange globalement d'actions lors de journées thématiques. Alors, voilà les paysans, par exemple, chez lesquels nous sommes allés depuis 2020 et avec lesquels nous continuons à travailler. Aujourd'hui, on a 4, 5, 6 paysans sur ce territoire qui, ayant vu ce qui se fait chez les autres, ont envie aussi de rejoindre le groupe. Donc, on sent une forte demande sur ce sujet-là. Et voilà un exemple de visite à la ferme de l'Âne de Gouttière à Épignac, où il y a toute une pratique du pâturage tournant qui valorise l'herbe au mieux et qui intègre l'enjeu de la dévégétation et de la biodiversité dans ce système de pâturage. Donc c'est super intéressant à la fois à étudier. Fred, qui est là, a été aussi très demandeur d'avoir un peu plus de connaissances sur l'état de ces prairies, les espèces qui s'y trouvent, et le criquet ensanglanté, par exemple, en dessous, là, dans ces zones humides. Donc ça, c'est intéressant de voir des espèces qui vivent dans ces espaces gérés de production de paysans. Dernièrement, le 10 mars 2022, on a organisé une rencontre où étaient présents des gens du GAP 22, d'Agrobio 35, du lycée agricole de Dole, du CEDAPA, du parc naturel régional, futur parc naturel régional Cœur-Émeraude, des Marteaux du Jardin, et avec des thématiques que vous avez là, je ne vais pas vous les citer, des questions qui sont issues en fait de cette rencontre paysans et naturalistes, et qui sont des questions auxquelles on a envie de répondre ensemble. Pour pouvoir justement avancer dans une dynamique collective, une dynamique de territoire où on inclut aussi, où on essaie d'intégrer aussi les consommateurs, les citoyens, puisque beaucoup de ces agriculteurs sont aussi en vente directe. Et pour vous dire, et pour finir, ce projet Paysans de Nature, il se fait en lien avec l'Asso national créé en 2021. Il y a une Asso nationale désormais Paysans de Nature. Et il y a un collectif régional qui essaye de se développer, qui se développe actuellement avec à la fois des assos environnementales, vous les avez là, et des assos agricoles, paysannes, qui sont intéressés pour travailler ensemble et développer un projet dont j'ai mis quelques éléments à droite, qui s'inscrit à la fois dans une logique d'animation régionale et de projet local, parce que c'est par le local, comme on l'a dit, ensemble, paysans, naturalistes, habitants d'un territoire, comment on construit des liens et comment on construit aussi des formes de démarche de progrès sur la question de la place de la nature dans les exploitations agricoles et comment ça peut être valorisé aussi par les paysans en lien avec leur production auprès des citoyens et des habitants. Voilà, et l'objectif aussi, clairement, c'est de contribuer à installer des paysans
Aujourd'hui, on pense que trop de terres de Bretagne vont à l'agrandissement et qu'il est nécessaire, au contraire, d'installer des paysans. Il y a plein de porteurs de projets intéressés. Il y en a plein qui sont dans des dynamiques paysannes de nature, mais l'accès au foncier reste quand même compliqué. Donc, ça fait partie des choses sur lesquelles on travaille aussi, par exemple avec Terre de Liens. Je n'ai pas mis Terre de Liens, mais on y travaille aussi en lien avec des structures de ce type-là. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire. J'ai pas à travers cet exemple pour finir sur cet exemple de paysan de nature. Merci Jean-Luc. Il nous reste 6 minutes. Est-ce qu'il y a quelques questions sur toutes ces présentations, hein? On peut aussi revenir sur celle d'avant si vous le souhaitez. N'hésitez pas à prendre la parole si c'est le cas. S'il n'y a plus de questions de votre côté, je pense qu'on peut terminer ce webinaire. Merci encore à tout le monde. Merci. Merci Oui. beaucoup. À disposition si besoin d'éclairage. Merci. Bonne fin de journée à tous. Idem. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. À bientôt. Merci, au revoir. Au revoir tout le monde.